Bonjour tout le monde. Je vous propose de commencer notre webinaire de la rentrée consacré à la facturation électronique. Évidemment, après la présentation qui va prendre à peu près une demi-heure, 40 minutes, il y aura une séquence de questions-réponses. Vos questions, vous pouvez soit les garder pour ce moment ou sinon les poser dans le chat et je vais les lire et puis notre experte d'aujourd'hui va y répondre ou sinon il y aura peut-être des, si on n'a pas le temps, des réponses par écrit. Alors, l'experte d'aujourd'hui, c'est Malika Saki, chargée de mission à la direction de projet facturation électronique de Bercy. Alors Malika, c'est à vous. Bonjour à tous, merci, merci d'être là aujourd'hui. Effectivement, la facturation électronique, ça va être le sujet important pour l'année 2026. Donc, c'est important que vous soyez là aujourd'hui. C'est une première phase de communication. Alors, je sais que certains d'entre vous connaissent déjà la réforme et certains sujets, mais la plupart des autres n'ont pas forcément les mêmes clés. Donc, on va essayer de reprendre un peu le contexte de la mise en place, parler un peu de brosser à grands traits comment ça va se passer demain dans votre entreprise. Et puis, si vous avez des questions plus spécifiques à votre secteur, si je peux y répondre aujourd'hui, je le ferai. Sinon, on les prendra et on les traitera et on vous répondra par écrit comme l'a dit Olga. Donc, pour commencer, peut-être pour économiser de la bande passante, je vais couper ma caméra, mais rassurez-vous, je serai là. Et on va commencer avec le support, avec une présentation donc, de la réforme sur le contexte. Pourquoi, en fait, on a mis en place cette réforme en France? Parce qu'on s'est rendu compte que les entreprises, en fait, elles facturaient de manière différente. Aujourd'hui, une entreprise, elle reçoit des factures selon 3 canaux. Le premier, je pense que la plupart d'entre vous le connaissez, c'est que vous recevez une notification par mail et vous allez chercher la facture sur le portail du fournisseur. Je pense notamment au fournisseur d'accès Internet, par exemple, ou au fournisseur d'énergie, où vous recevez un mail, une notification, et vous allez chercher la facture directement sur le portail du fournisseur. Donc, il vous impose cette manipulation à faire en plus. La deuxième manière, en fait, de recevoir des factures, c'est des factures papier, parce que oui, on en a encore aujourd'hui, ou des factures par mail. Donc, c'est typiquement un PDF qui est attaché à un mail aujourd'hui que vous pouvez recevoir. Donc, comment ça va se traduire? Vous allez recevoir cette facture et vous allez devoir la traiter, donc faire une manipulation supplémentaire pour votre comptabilité. Il peut y avoir des erreurs d'adressage. Le fournisseur peut se tromper dans le mail, donc la facture, finalement, vous ne la recevez jamais. Ou alors, il peut y avoir des sources d'erreurs multiples lorsque, par exemple, il y a des erreurs de saisie, etc., etc. Et l'autre point négatif, lorsque vous recevez des factures par mail, si vous avez un client qui n'est pas, je dirais, comment dire, vertueux, eh bien, et il peut avoir reçu la facture et puis vous dire, non, je ne l'ai pas reçue, ou alors non, elle est dans les spams, ou alors je ne sais pas à quel moment vous l'avez envoyée, je n'ai pas la facture. Ce qui fait que, en tant que chef d'entreprise, vous ne serez jamais payé, puisqu'il part du principe qu'il n'a pas reçu la facture. Ça, c'est le deuxième canal pour recevoir la facturation électronique. Nous, donc, qu'est-ce qu'on a fait en France pour pouvoir aider les entreprises, puisque finalement, c'est une mesure de simplification, c'est aider les entreprises à être payées, puisque finalement, c'est la raison d'être, je dirais, d'une entreprise. Eh bien, l'État, lui, il va jouer un rôle de régulateur. Comment ça va se passer? Eh bien, on va poser un cadre juridique et réglementaire pour normaliser l'échange des factures. Donc, on va, plutôt que d'avoir des factures qui arrivent par courrier ou des factures qui arrivent par mail ou d'aller faire la démarche d'aller chercher la facture sur le portail, eh bien, on va définir des standards d'échange de factures. Donc, notamment, nous, en France, on a choisi 3 formats de factures, donc UBL, C2I et FactureX, qui sont des formats de factures électroniques. Peut-être que vous utilisez déjà. Et puis, on va sécuriser les échanges, donc en les traçant en sachant à quel moment la facture a été déposée sur mon intermédiaire, à quel moment elle a été reçue par mon client. Donc, on va permettre de sécuriser ces échanges de factures entre un fournisseur et son client. On va aussi voir comment les acteurs, les intermédiaires que vous connaissez pour certains, on va s'assurer qu'ils aient un cadre de confiance. Donc, on va les appeler les tiers de confiance. Donc, tous ces éléments-là, en fait, vont permettre à la fois aux entreprises d'être plus compétitives, puisque facturer plus rapidement, c'est être payé plus rapidement, d'une part. Et d'autre part, nous, d'un point de vue de l'État, on va s'assurer que la mise en place de cette réforme aujourd'hui, à partir de 2025, elle s'inscrive dans le cadre européen, puisque à partir de 2028-2030,
on a une directive européenne, donc la directive VIDA, VAT in the Digital Age, ça veut dire la TVA à l'ère du numérique, eh bien, qui va s'imposer à l'ensemble des échanges de factures intracommunautaires. Donc, à la fois dans les pays et entre les pays. Donc, c'est aujourd'hui, avec la mise en place de cette réforme, eh bien, on se prépare pour pouvoir être prêt pour l'horizon 2028-2030. Donc, avec cette réforme, on a des avantages à la fois pour les entreprises, une meilleure traçabilité des factures. Donc, qui dit meilleure traçabilité dit paiement plus rapide. Et puis, nous, pour l'État, à deux niveaux, puisque on va poser le cadre, je dirais, on va jouer l'arbitre du match, et puis on va aussi se préparer pour la directive qui s'imposera à tous les échanges à partir de 2029, 2028, pardon, 2030. Pour l'entreprise, comment ça va se traduire? Eh bien, en une seule démarche, eh bien, elle va pouvoir envoyer la facture à son client. Ça, c'est, je dirais, la raison d'être des entreprises. Elle va pouvoir automatiquement alimenter sa comptabilité avec l'ensemble des données qui seront structurées et qui seront présentes sur la facture. Et puis enfin, parce qu'on a aussi un rôle à jouer, nous, en tant que Direction générale des finances publiques, eh bien, grâce à cette action, elle va transmettre des données, un certain nombre de données utiles qui vont permettre le pré-remplissage des déclarations de TVA. Donc, tous ces éléments-là, en une seule opération, envoyer sa facture à son client, alimenter sa comptabilité et transmettre les données, eh bien, ça va aider les entreprises déjà en matière de simplification dans ses relations avec l'État, déjà de une. Et puis aussi, ça va les aider à améliorer leurs relations avec leur expert comptable si elles en ont un, puisque les données leur seront transmises directement. Donc, fini les tickets, fini la boîte aux chaussures, tous ces éléments-là, fini les caisses d'archives, tous ces éléments seront transmis directement au comptable. Donc, lui aussi, son rôle va s'améliorer dans la relation avec son client. Le fait d'informatiser tous ces éléments-là, eh bien, on va réduire les erreurs, notamment les erreurs d'origine humaine, les erreurs de saisie, les erreurs les pertes de temps quand on cherche des documents pour établir sa comptabilité ou sa pré-déclaration de TVA. On aura toutes les données de manière contemporaine, puisqu'on les aura à l'instant T, et elles pourront nous permettre d'effectuer toutes ces actions. Quel bénéfice de la facturation électronique réellement pour les entreprises? La facturation électronique, c'est plus juste, plus simple, plus efficace. Plus juste pourquoi? Plus juste, ça c'est un argument pour l'État, puisque ça va nous permettre, en visualisant la chaîne complète de facturation, d'un fournisseur à un client, ce client étant lui-même fournisseur d'un autre client, on aura une espèce de toile qui va se construire, et ça va nous permettre, nous, DGFiP, de lutter contre la fraude à la TVA. Pourquoi? Parce que on va concentrer, je dirais, toutes nos forces sur les trous qu'on aura dans la raquette. Si vous êtes une entreprise vertueuse et que vous respectez vos obligations fiscales, eh bien, il y aura moins de contrôles qui seront faits à votre destination. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est un point important pour l'État. Pour l'entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est une gestion quotidienne facilitée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura des factures dans un format standard qui seront tracées. Donc ça c'est très important puisque ça évite les saisies et les erreurs. Et puis, on a sorti un point non opposable des délais de paiement, puisque les factures seront horodatées. Donc ça, c'est un point important. Enfin, on a un gain de productivité pour les entreprises, puisque on a des factures conformes, donc moins de temps de saisie, moins de temps de traitement, et puis aussi une accélération des échanges de factures, puisque dès lors que vous émettez une facture, l'intermédiaire que vous aurez, la plateforme agréée, on va voir tout à l'heure ce que c'est, eh bien, elle aura un délai de 24 heures pour transmettre la facture à votre client, à la plateforme de votre client. Donc, on a vraiment là une réduction des temps, on n'a plus le mail, on n'a plus le courrier, eh bien, tous ces éléments-là eh bien, vont nous faire gagner du temps par rapport à le mode de facturation actuel. C'est quoi une facture électronique? Je vous l'ai dit, ce que ça n'est pas. Une facture électronique, ce n'est pas un PDF envoyé par mail. Ça, ce n'est pas une facture électronique. Ça, on insiste dessus puisque dans l'imaginaire collectif, quand on dit est-ce que vous faites de la facture électronique? Oui, j'envoie un PDF par mail. Non. Au sens de la réforme demain et au sens de la directive européenne, une facture électronique, eh bien, ce seront des éléments qui seront, je dirais, structurés, des éléments informatiques. Vous avez un visuel là sur la droite. Une facture électronique, c'est quoi? Elle est transmise, émise et reçue sous une forme dématérialisée et qui contient des données structurées. Tout à l'heure, je vous ai parlé des formats. Donc, UBL, C2I et Facturic. Facturic, c'est un peu différent parce que lui, c'est un format avec la ligne de code, tel que vous l'avez là, et un format PDF juste à côté. Mais demain, la facture électronique, c'est quoi? C'est une facture qui sera échangée sous l'un de ces trois formats. Vous pouvez choisir celui que vous voulez.
En France, on en propose 3, contrairement à nos voisins italiens qui, eux, sont déjà passés à la facture électronique depuis le 1er janvier 2019. Et pour eux, l'État a imposé un seul format. Donc, on voit quand même qu'en France, on a essayé de se baser sur ce qui existait déjà. Donc, la facture électronique, eh bien, c'est un fichier de données qui ne pourra être exploité que par des outils informatiques, par des logiciels informatiques. Je vous ai dit, la facture électronique sera horodatée dès son dépôt sur une plateforme. Donc, la plateforme qui sera chargée de la transmettre. Demain, vous n'aurez pas une succession de données illisibles à l'œil nu, puisque la plateforme, donc les données qui sont transmises par le fournisseur, elles pourront être, je dirais, reconstituées sous forme de lisibles, de lisibles de facture. Donc, vous pourrez toujours avoir un document, en fait, qui récapitule les données structurées qui sont dans la facture. Quelles sont les données en fait qui composent cette facture électronique? Aujourd'hui, sur une facture, vous avez un certain nombre de données. On estime qu'il y en a une centaine. Par exemple, l'adresse du fournisseur, l'adresse du client, numéro de TVA, numéro de sirène, etc., etc. Eh bien, tous ces éléments-là, en fait, ils pourront toujours exister sur la facture sous format électronique. La seule différence, c'est que ces éléments-là seront sous forme structurée. Qu'est-ce que ça veut dire schématiquement? C'est-à-dire que vous allez avoir un logiciel informatique et vous aurez des balises et chaque balise correspondra à une donnée. La seule différence qu'on a avec la facturation actuelle, c'est qu'on a 4 nouvelles données qui devront obligatoirement être portées sur la facture électronique. La première, c'est le numéro de sirène du destinataire, puisque vous verrez qu'il nous servira à l'adressage de la facture. La seconde donnée, c'est la mention de la catégorie de l'opération. Est-ce que je fais de la prestation de service? Est-ce que je fais de la vente ou les deux? Là, dans le cas précis des transporteurs routiers, eh bien, c'est de la prestation de service. Est-ce que j'ai opté pour le paiement de la TVA sur les débits? Et enfin, quelle est l'adresse de livraison du bien si elle est différente de l'adresse du client de facturation? Ça aussi, c'est un élément important pour être transparent, c'est pour lutter contre la fraude fiscale. Donc, dans la facture électronique, vous aurez les données que vous avez aujourd'hui habituellement. On aura 34 données au maximum qui seront de manière structurée. Donc, le numéro de sirène de l'émetteur de la facture. Enfin, on vous a listé ici une partie des éléments, mais c'est des choses que vous trouvez aujourd'hui déjà dans une facture, donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas des nouvelles choses qu'on vous demande. La seule différence, c'est qu'elles seront obligatoires. Elles devront obligatoirement figurer sur la facture électronique et être transmises de manière structurée. Si vous souhaitez faire figurer d'autres éléments, par exemple les horaires d'ouverture, les horaires d'accueil, etc., ou un logo, c'est encore possible. Ça, la réforme ne change pas ces éléments-là. Donc ça, c'est pour les données qui sont structurées et qui composent la facture électronique. Qui est concerné par cette réforme? Eh bien, c'est ce qu'on appelle tous les assujettis à la TVA. Qu'est-ce que c'est qu'un assujetti? Eh bien, c'est une entité qui exerce une fonction commerciale à titre habituel et qui est contre rémunération, si j'ose dire, pour simplifier. Donc, d'une part, on a toutes les entreprises, hein, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, quelle que soit la forme juridique et quelle que soit sa taille, qui sont dans le périmètre de la réforme. Donc, on a rajouté, y compris les entreprises qui bénéficient de la franchise en base, ou du remboursement forfaitaire agricole, y compris les professions libérales, les indépendants ou les micro-entrepreneurs, et puis certaines entreprises étrangères lorsqu'elles font des opérations qui sont soumises à TVA française. Donc ça, je dirais, c'est pour la partie privée. Donc vous voyez bien qu'on balaye vraiment un large spectre d'entreprises. D'autre part, on a toutes les entités publiques, hein, dès lors qu'elles sont assujetties, par exemple l'État, certaines collectivités locales ou des groupements nationaux ou organismes publics, à partir du moment où ils sont assujettis à la TVA, ils rentrent dans le périmètre de la réforme au même titre que les entreprises. Donc ça, c'est qui est concerné? Je dirais tout le monde en fait. Tout le monde est concerné par la réforme facturation électronique. On va passer sur le périmètre de la réforme. Alors là, on vous le met, on vous le met de manière globale, hein. Qu'est-ce que c'est que le périmètre de la réforme facturation électronique? On a 3 volets. On verra en détail tout à l'heure. Donc, le premier, c'est la facturation électronique et la transmission des données de transaction. Je dirais la facturation électronique classique, hein, d'un client, d'un fournisseur professionnel établi en France à un client professionnel établi en France, une opération franco-française. Le second cas, c'est la transmission électronique des données de transaction, ce qu'on appelle e-reporting de transaction. En troisième volet, on a la transmission électronique de données de paiement, ce qu'on appelle le e-reporting de paiement. Comment savoir dans quel volet, dans quel volet s'inscrit mon opération? Donc, ça dépend de la nature de l'opération. Est-ce que c'est une prestation de service ou une vente de biens? Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était une nouvelle donnée qui était obligatoire. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on en a besoin pour définir dans quel schéma s'inscrit l'opération.
On a aussi je dirais, modérateur la nature du client. Est-ce que je facture des professionnels? Est-ce que je facture des particuliers? Et puis, on a aussi le périmètre géographique dans lequel mon opération s'est réalisée. Est-ce que je fais typiquement que des opérations franco-françaises ou est-ce que je fais des opérations à destination de l'Union européenne ou de l'international? On va entrer dans le dispositif en détail. La facturation électronique, c'est quoi? Ça concerne, je vous disais, toutes les opérations commerciales, que je fasse de la vente de biens ou de la prestation de services. Donc les franchisés en base sont aussi dans le périmètre de la réforme, on l'a vu tout à l'heure dans les entités concernées, qui s'appliquent à toutes les opérations je dirais franco-françaises, pour schématiser. Je suis un fournisseur de biens établi à Paris, par exemple. Je vais transporter ma marchandise et la déposer à Marseille en tant que fournisseur de prestations de services à destination d'une entreprise établie en France. Eh bien, j'entrerai dans le cadre de la facturation électronique. On a ici quelques exceptions, je dirais les exceptions classiques, hein. Toutes les opérations exonérées, par exemple les opérations liées à la santé, à l'enseignement, certaines opérations d'assurance. Donc ça, c'est exclu du périmètre de la réforme. Typiquement, un médecin généraliste, il est assujetti à la réforme, donc il est assujetti à la TVA, il est dans le périmètre de la réforme. Eh bien, s'il fait des actes médicaux qui rentrent dans la nomenclature de l'assurance maladie, eh bien, il n'entrera pas dans le cadre de la facturation électronique. En revanche, si en tant que médecin, il fait du conseil auprès d'un grand groupe pharmaceutique, eh bien là, cette opération-là sera soumise à facturation électronique. Donc ça, typiquement, ce sont les opérations qui sont exonérées. On a aussi une deuxième exception, c'est tout ce tout ce qui est lié au marché de défense ou de sécurité nationale. Là, vous le comprenez bien, eh bien, pour des raisons de confidentialité, on n'a pas accès à ces éléments-là. Donc ces éléments-là, ils continueront à être facturés comme aujourd'hui. Ils n'entreront pas dans le périmètre de la réforme facturation électronique. Donc ça, c'est le premier volet, facturation électronique et transmission des données de transaction à l'administration, de facturation, pardon. Eh bien ça concerne toutes les opérations franco-françaises entre des assujettis établis en France. Le second volet, c'est la transmission des données de transaction ou e-reporting de transaction. Comment ça se traduit? Eh bien, là aussi, c'est des opérations de vente ou des prestations de services, mais à destination de clients non assujettis. Par exemple, des particuliers, par exemple, des associations à but non lucratif. Ça, c'est le premier volet du reporting de transaction. Et puis, on a un deuxième volet, c'est tout ce qui est transactions à destination des entreprises ou des particuliers bien situés en dehors de la France. Donc, en Union européenne ou hors Union européenne. Là encore, je vais vous prendre un exemple. Je suis un fournisseur français, je suis établi en France, donc j'ai mon numéro de sirène et de TVA en France. Je suis assujetti à la TVA française et je fais du transport de marchandises à destination du Maroc, par exemple. Eh bien, le Maroc, par définition, non assujetti en France, mais assujetti au Maroc, eh bien, là, moi, en tant que fournisseur français, je déposerai un reporting de transaction pour cette opération-là spécifique. Là aussi, on a des exceptions, les importations, puisque on récupère cette information-là par ailleurs via les douanes, donc on ne va pas vous la demander une deuxième fois. Et puis là encore, tout ce qui touche à la sécurité nationale, ça reste en dehors du périmètre du e-reporting de transaction. Donc en résumé, e-reporting de transaction, quelle que soit l'opération que je fais, est-ce que je fais de la prestation de service ou de la vente de biens, si mon client est par exemple un particulier, je serai dans le périmètre du reporting de transaction. Si mon client est établi à l'étranger, là encore, je serai dans le périmètre de reporting de transaction. Souvenez-vous, au début, je vous disais, on a la directive VIDA qui va arriver en 2028-2030. Pourquoi est-ce qu'on a mis le reporting de transaction ici quand on fait des activités à destination des pays étrangers ou hors de l'Union européenne? Parce qu'en fait, on ne peut pas imposer la facture électronique, enfin du moins aujourd'hui, à nos homologues européens. Donc, par définition, ils n'ont pas numéro de sirène, donc on ne pourra pas faire transiter la facture directement via les plateformes pour leur adresser. C'est la raison pour laquelle, sur ces opérations-là, spécifiquement à destination des entités, même si elles sont assujetties, mais établies à l'étranger, on fera un e-reporting de transaction. Le troisième volet, c'est la transmission des données de paiement. Là, ça s'applique uniquement aux opérations dont l'éligibilité de la TVA est à l'encaissement. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que l'une des 4 nouvelles données obligatoires, c'était si on avait opté pour le paiement de la TVA sur les débits ou pas.
Eh bien, dans le cas où on n'a pas opté, eh bien, on fera une transmission des données de paiement si, par exemple, on fait des prestations de services ou si, par exemple, on a des acomptes. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, cette obligation, eh bien, elle s'ajoutera à l'un des à l'un des deux autres volets. Donc ça, c'est le dispositif en détail. Là, je vous montre vraiment, on a soulevé le capot, on regarde le moteur, comment ça se passe. Mais en réalité, demain, avec vos intermédiaires, tous ces éléments-là, en fait, ce sera transparent pour vous. On a une question, je vais peut-être la prendre avant de passer à la suite. Je suis une entreprise française de transport et je facture une entreprise française qui elle-même réexporte. Mon opération est exonérée, dois-je faire un e-reporting? Alors, vous êtes une entreprise française assujettie à la TVA en France, vous vendez à une entreprise française qui elle-même est assujettie à la TVA, eh bien non, vous serez dans le cadre de la facturation électronique. On décortique vraiment les deux opérations. Vous, en tant qu'entreprise A, avec la facture de l'entreprise B, donc de A à B, on sera dans le cadre de la facturation électronique. Si ce qui se passe après, eh bien, ça sera pour l'entreprise B. Je ne sais pas si je suis claire, mais quand vous facturez d'une entreprise française établie en France à une autre entreprise française établie en France, on est dans le cadre de la facturation électronique, quelle que soit la nature de l'opération que vous faites, hein, que ce soit une vente de prestations, une vente de biens ou une prestation de service. Quand on a du B2B, c'est comme ça que ça s'appelle, quand on fait du B2B du B2B franco-français, eh bien, donc elle est exonérée, mais pour quel type? Si elle est exonérée, mais elle reste assujettie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le médecin. Vous êtes exonéré de TVA, mais vous êtes quand même assujetti. Alors, les données. Je vous disais tout à l'heure, pour la facturation électronique, c'est simple, hein, on a les données obligatoires telles qu'on facture aujourd'hui. Pour le e-reporting, c'est différent, puisque le e-reporting, c'est quoi? C'est une transmission, c'est une déclaration en fait. C'est une déclaration que vous ferez quand vous faites des opérations liées au e-reporting. Si vous faites une opération de transport, par exemple, à destination d'un particulier, eh bien là, en fait, quelles données en fait, seront nécessaires pour faire votre e-reporting? Eh bien, on aura des données cumulées. C'est l'équivalent en fait d'un ticket de caisse, hein, en bas avec le montant hors taxe, le montant TTC et le taux de TVA. Pour schématiser, c'est ce qu'on aura. Pour le B2B international, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas imposer une facture à nos homologues européens ou étrangers. Eh bien là, en fait, on aura les mêmes données qu'on a sur une facture aujourd'hui, sans le numéro de sirène, puisque par définition, ils n'ont pas de numéro de sirène. Donc, on aura exactement les mêmes données qu'on a sur une facture actuelle, sans le numéro de sirène. Pour les données de paiement, comme je vous le disais, c'était lié à l'exigibilité de la TVA, notamment dans le cas des prestations de services. C'est bien là, on aura besoin de la date d'encaissement, du montant encaissé, là encore réparti par taux de TVA. Et puis, si on a fait une facture, puisqu'on on a fait une opération à destination d'un professionnel en France, eh bien, on aura besoin du numéro de facture pour rapprocher ce montant encaissé et la facture qui a été émise. Donc ça, ce sont les données pour l'e-reporting, mais comme je vous le disais, là, on a soulevé le capot, on regarde le moteur. Dans la réalité, pour vous, ça se passera pas comme ça, ce sera beaucoup plus simple puisque les outils informatiques feront le travail pour vous. Sur le calendrier du déploiement, là encore, on a choisi d'avoir un déploiement progressif, hein, pour tenir compte de la maturité des entreprises, avec une première date à retenir, le 1er septembre 2026. C'est bien à cette date, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur chiffre d'affaires, seront dans l'obligation de recevoir des factures au format électronique. Typiquement, vous êtes une PME, vous avez, je ne sais pas, 30 salariés. Eh bien, au 1er septembre 2026, vous serez dans l'obligation de recevoir une facture au format électronique. Parce qu'à cette même date, hein, au 1er septembre 2026, toutes les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, eh bien, elles vont devoir émettre des factures au format électronique et faire leur e-reporting. Donc, elles auront ces deux tâches-là à faire. Au 1er septembre 2027, ça c'est le deuxième volet. Au plus tard, eh bien, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, donc celles qui restent, hein, les PME, TPE et micro, au plus tard le 1er septembre 2027, elles vont devoir faire de la facture électronique et faire du e-reporting. Donc, on a vraiment ces deux dates importantes. 1er septembre 26, tout le monde est en réception. Les grandes entreprises et les ETI sont en émission. Et au 1er septembre 2027, au plus tard, tout le monde passe en émission et dépôt du e-reporting. Pour vous dire que le schéma fonctionne, puisque on a déjà des entreprises, hein, qui s'échangent des factures depuis le mois de juillet 2025.
avec le dispositif cible, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser l'annuaire, on le verra tout à l'heure, et les plateformes. Donc, elles déposent les factures sur leur plateforme et les plateformes transmettent les factures aux clients. Ça fonctionne déjà, puisqu'on a déjà des entreprises qui s'échangent des factures au format de la réforme, hein, c'est-à-dire au format électronique, comme convenu par la réforme, et ça fonctionne déjà. Donc, c'est des entreprises volontaires, mais qui ont déjà, je dirais, activé ce mode pour s'échanger les factures. On va passer au circuit de transmission, ce que j'appelle le cœur du réacteur. Là, on vous l'a simplifié, mais généralement, dans l'échange de factures, qu'est-ce qu'on a? On a un fournisseur, donc je vous disais assujetti à la TVA en France, et des clients assujettis ou non à la TVA en France. Là, dans le cas-là, on vous a mis les assujettis à la TVA. On a des acteurs nouveaux qui vont arriver sur le marché, qui sont les plateformes, des plateformes agréées. Donc, chaque entreprise aura sa plateforme pour recevoir ses factures et pour émettre. Ça peut être la même ou ça peut être une différente, selon le modèle qu'elle a choisi. Donc, vous avez par exemple le fournisseur qui va déposer sa facture électronique sur sa plateforme d'émission. Comment en fait cette plateforme va savoir à quelle adresse envoyer la facture? Eh bien, elle va consulter l'annuaire, hein. On a un annuaire qui est composé de toutes les entreprises assujetties en France. Pour schématiser, vous avez le numéro de sirène et juste à côté, vous avez l'entreprise, vous avez la plateforme qui a été choisie par l'entreprise. Qui sont accolés. Donc, le fournisseur A, eh bien, a une plateforme A. La plateforme A va consulter l'annuaire pour connaître la plateforme du client B. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les plateformes, en fait, peuvent consulter l'annuaire pour connaître, je dirais, l'adresse, finalement, de réception du client. Parallèlement à ça, la plateforme du fournisseur, eh bien, je vous parlais des données utiles, elle va extraire ces données pour les transmettre à l'administration. On en revient au début de la présentation. Donc, le fournisseur, typiquement, dépose sa facture sur sa plateforme. La plateforme consulte l'annuaire pour connaître l'adresse d'acheminement de la facture au client. Et dans le même temps, elle extrait les données et elle les transmet à l'administration fiscale. Ça, c'est les schémas simplifiés. Donc, on vous a mis ici en orange la zone de confiance, puisque ces plateformes, elles vont s'occuper d'échanger les factures, elles vont s'occuper de mettre aussi à jour l'annuaire. Donc, c'est un acteur important sur lequel il y a un certain nombre de contraintes qu'a mis l'administration fiscale pour s'assurer qu'elles ont une architecture solide pour pouvoir recevoir les factures et les émettre en toute sécurité. Je vous parlais du service annuaire tout à l'heure. Eh bien, l'annuaire, en fait, il est ouvert en production depuis le 18 septembre. N'hésitez pas à flasher le QR code et puis vous pourrez retrouver votre entreprise dans l'annuaire, puisque cet annuaire, je vous l'ai dit, il est important, puisque à quoi il sert? Il sert à vérifier déjà si une entreprise elle est concernée par la réforme. Je vous le disais tout à l'heure, toutes ne le sont pas. Si elles ne sont pas assujetties, elles ne seront pas concernées par la réforme. Elle permet aussi aux entreprises de vérifier si leur client a déjà choisi une plateforme de réception. Ça aussi, c'est important. Et puis, finalement, elle permet aussi de connaître l'adresse électronique du client via sa plateforme. Puisque demain, en fait, une entreprise sera identifiée dans l'annuaire à côté de sa plateforme. Donc, qu'elle aura choisi pour recevoir ses factures. Donc, la boîte aux lettres, le créneau, enfin, le lieu de stockage où elle souhaitera recevoir ses factures. Je vous l'ai dit tout à l'heure au début, une entreprise aujourd'hui, elle reçoit ses factures sous 3 créneaux, soit papier, soit par mail, soit elle va le chercher sur un portail. Eh bien, demain, avec l'annuaire, elle indiquera un lieu unique qui sera sa plateforme pour recevoir ses factures. On parle depuis tout à l'heure des plateformes agréées et qu'est-ce que c'est en fait finalement une plateforme agréée? Eh bien, c'est un prestataire de services informatiques, de solutions logicielles. Aujourd'hui, vous en avez peut-être déjà que vous utilisez, les logiciels de facturation, les logiciels de caisse, etc. Mais elles se sont qualifiées pour pouvoir devenir plateformes agréées parce qu'elles ont un rôle bien spécifique dans la réforme. Le premier, c'est qu'elles doivent émettre, transmettre et réceptionner les factures du fournisseur au client. Ça, on l'a vu depuis tout à l'heure. Je dirais c'est le rôle maître qu'elles ont aujourd'hui. Extraire les données de facturation et les transmettre à l'administration fiscale. Ça aussi, c'est un vecteur important qu'elles occupent. Elles doivent aussi s'occuper du e-reporting, puisque je vous l'ai dit, quand vous facturez des non-assujettis ou vers l'international, vous faites une déclaration de e-reporting que vous déposez sur votre plateforme qui, elle, va la transmettre à l'administration fiscale. Elle doit essayer gérer et transmettre le cycle des vies des factures. Je vous l'ai dit tout à l'heure,
comment, en fait, demain, l'entreprise va savoir où en est le traitement de sa facture. C'est ça, en fait, le cycle de vie. C'est un peu comme aujourd'hui, quand vous déposez un colis, quand vous faites une commande et que vous recevez un colis, vous avez une notification qui vous dit colis à l'entrepôt, colis en cours de livraison, colis livré. Eh bien, demain, le cycle de vie de la facture, ce sera la même chose. Donc, la plateforme, ce sont les plateformes agréées qui géreront ces statuts-là. Donc, vous aurez par exemple facture déposée, facture reçue, facture encaissée. Donc, ça permettra vraiment de suivre vraiment pas à pas où en est le traitement de la facture. Et ça, ce sont les plateformes qui gèrent en fait ces éléments-là. Et puis, le quatrième rôle qu'elles ont, c'est de gérer l'annuaire des destinataires de factures. Je vous disais tout à l'heure, demain, une entreprise sera apposée à côté de son numéro de sirène, par exemple, la plateforme qu'elle aura choisie. Donc, les plateformes, lorsqu'elles ont contractualisé avec de nouveaux clients, avec de nouvelles entreprises, elles vont devoir aller sur l'annuaire et dire, moi, plateforme X, je recevrai les factures de telle ou telle entreprise. Donc, c'est en ce sens-là qu'elles doivent mettre à jour l'annuaire. Il y aura également une mise à jour qui sera faite par l'administration, puisque au gré des créations d'entreprises ou des radiations, l'annuaire, en fait, ce n'est pas figé, et, il sera évolutif en fonction, je dirais, des créations et des cessations d'entreprises. On a mis aussi un certain nombre d'éléments qu'on impose en fait aux plateformes. Elles doivent s'assurer que la facture du fournisseur elle aille au bon client. Ça, c'est son rôle de fléchage, c'est un rôle important. Elles doivent s'assurer que les données qui ont été déposées par le fournisseur sur sa plateforme soient les mêmes qui ressortent sur la plateforme du client. Donc, les mêmes données au départ qu'à l'arrivée. Ça, c'est aussi le rôle de la plateforme. S'assurer aussi que les factures sont conformes aux règles fiscales. C'est aussi un rôle qu'elles ont important. Et puis, elles doivent garantir la transparence entre leurs usagers, leurs clients, et puis l'administration. Donc, elles sont vraiment l'intermédiaire à la fois entre un fournisseur et un client, mais aussi avec l'administration. Elles font l'interface avec l'administration. Les plateformes sont immatriculées par la DGFiP pour une durée de 3 ans. Donc, tous les 3 ans, elles doivent redéposer un dossier avec des exigences très sévères, puisqu'on impose aux plateformes les mêmes contraintes qu'on s'impose à l'État, en matière de sécurité informatique notamment. Donc, je vous disais, elles ont un cahier des charges spécifique à respecter. Donc, on a un service qui surveille en fait ces plateformes. Aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine qui ont été qualifiées pour faire toutes ces fonctionnalités. Vous avez la liste qui est publiée sur impôts.gouv et qui est régulièrement mise à jour. Et puis, tout au long de leur vie, de ces 3 ans, elles ont un audit annuel qui est fait par un organisme extérieur. Donc les organismes connus et classiques qui auditent en fait leur architecture, qui auditent la façon dont elles s'échangent les factures, etc., etc. Donc on a mis un niveau de sécurité très élevé sur ces tiers de confiance. C'est pour ça qu'on les appelle des tiers de confiance dans l'échange de factures entre les entreprises. Comment en fait on va aider les entreprises à s'orienter? Donc aujourd'hui, pour certaines, elles ont déjà en fait des solutions. Elles ont déjà des solutions informatiques qu'elles utilisent. Je vous disais, les logiciels de facturation, logiciels métier, logiciels de caisse. Elles peuvent continuer à utiliser ces logiciels-là, donc qui seront dits solutions compatibles à 2 conditions. Comme je vous le disais, les plateformes, en fait, ce sont l'intermédiaire obligatoire dans l'échange de factures, que vous ayez un éditeur de logiciel ou pas. Si aujourd'hui, vous avez déjà un logiciel, donc il peut devenir solution compatible, comment? Si il respecte les fonctionnalités qui sont compatibles avec les formats imposés par la réforme, donc c'est-à-dire que s'il émet des factures dans l'un des 3 formats imposés par la réforme, il respecte la première condition. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut absolument qu'il soit raccordé à une plateforme agréée, puisque c'est elle, en fait, qui le facteur, pour schématiser, le facteur dans le futur schéma, le seul facteur qu'il y aura, c'est la plateforme. Donc, vous pourrez avoir un intermédiaire qui va émettre la facture, qui va créer le e-reporting, mais il devra forcément se connecter à une plateforme agréée qui, elle, sera chargée de transmettre soit à l'administration fiscale, soit au client. Ça, c'est le logo que vous avez sur la droite, le logo solution compatible. Donc, si j'ai un logiciel aujourd'hui qui respecte ces 2 conditions, il peut utiliser ce label solution compatible. Donc, c'est un label, c'est une marque collective que les éditeurs de logiciels peuvent utiliser. En revanche, les plateformes agréées, elles, comme je vous l'ai dit, elles sont soumises à un cahier des charges très strict et qu'on vérifie
à la fois par le service d'immatriculation de la DGFiP et puis aussi par les auditeurs. Et donc, elle, on a une marque de garantie hein, qui est encadrée par un règlement d'usage et qui est là sur votre gauche, plateforme agréée. Donc, c'est-à-dire que demain, moi, en tant qu'entreprise, j'ai une solution logicielle que j'utilise déjà. Si elle est solution compatible, finalement, ben, j'ai rien à faire, puisque la complexité, elle aurait été absorbée par mon éditeur logiciel qui, lui, a fait la démarche de se mettre en conformité avec la réforme et aussi de se connecter à une plateforme. Si en revanche, eh bien, je n'ai pas d'outils, ou alors je fais mes factures par exemple sur Word ou Excel, là, effectivement, je peux me mettre en connexion avec une plateforme agréée. Donc ça, ce sont deux labels en fait qu'on a créés pour mettre en visibilité au-delà d'impôts.gouv à la fois les plateformes et puis aussi pour laisser travailler les éditeurs de logiciels que les entreprises en fait utilisent déjà comme solution. On a fait ici un petit cheminement pour voir comment les entreprises peuvent choisir leur solution. Je vous l'ai dit, si vous devez vous poser les questions suivantes. Est-ce que j'ai déjà un logiciel de facturation, de caisse, un ERP, un logiciel comptable ou un TMS, puisque je sais que dans le transport routier, c'est la plupart des choses que vous utilisez. Est-ce que j'ai un comptable? Si je suis déjà équipée d'un logiciel ou si j'ai déjà un comptable, eh bien, je me rapproche en fait soit de mon comptable, puisque lui peut-être aura déjà une solution à me proposer dans la mesure où il connaît mon activité, ou alors de cet éditeur de logiciel, parce que soit il peut devenir plateforme agréée, c'est-à-dire qu'il va déposer un dossier pour se qualifier et devenir plateforme agréée. Donc au final, pour vous, ça ne change rien. Soit il peut devenir solution compatible, c'est-à-dire qu'il va entreprendre la démarche de se mettre en conformité avec la réforme ou de se connecter à une plateforme agréée. Donc dans les deux cas, si j'ai déjà un logiciel ou si je suis accompagnée d'un comptable, le premier réflexe, c'est d'aller leur demander comment eux, ils se positionnent au regard de la réforme. Si j'ai ni l'un ni l'autre, eh bien, je vais m'occuper d'un outil, soit une solution compatible, soit une plateforme qui répond à mes besoins en matière de facturation. Et là, eh bien, le chef d'entreprise, en fait, est le seul à connaître sa manière de facturer et son activité. On vous a mis ici quelques petits éléments, hein. Vous pouvez déterminer le volume de facture, émis et reçu, parce que c'est important. Quel budget, en fait, quel coût êtes-vous prêt à mettre dans l'acquisition de ce logiciel? Et puis, faire un comparatif des offres des solutions logicielles, puisque on en a beaucoup qui sont sur le marché, qui traitent soit des secteurs, soit des tailles d'entreprise et qui offrent des outils plus ou moins chers et plus ou moins complets et intégrés qui pourront répondre à vos besoins. Donc là, vraiment, parce qu'on nous pose souvent la question en nous disant, oui, mais comment je fais? Enfin, vous seul connaissez votre activité. On ne peut pas conseiller à un auto-entrepreneur et une grande entreprise un même outil. Ça, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est des petits éléments qu'on vous a mis qui peuvent peut-être vous accompagner ou vous aider. Mais je disais, premier réflexe, si vous avez un comptable ou vous utilisez déjà un logiciel, demandez-leur. Puisque les comptables aussi sont très au fait de la réforme et ils peuvent vous accompagner et vous proposer un outil qui répond à vos besoins. Comment on accompagne, nous, les entreprises? On a mis un espace sur impôts.gouv.fr, c'est le vecteur officiel de la Direction générale des finances publiques, qu'on a essayé d'enrichir au maximum avec des questions-réponses qui sont accessibles en page d'accueil, un dépliant pour une information de premier niveau, des fiches pédagogiques, des foires aux questions, là aussi qu'on essaie d'enrichir au fur et à mesure. On va créer pour la fin de cette année un outil d'autodiagnostic qui va permettre en fait à chaque entreprise de connaître ses obligations de manière personnalisée en répondant à 4 questions. La première question, c'est la taille de l'entreprise. La deuxième question, quelle est la nature de vos clients? Est-ce que ce sont des professionnels, des particuliers ou les deux? La nature de vos opérations, est-ce que ce sont des ventes de biens ou des prestations de services ou les deux? Et puis, on a aussi besoin du régime de TVA. Est-ce que vous êtes au régime réel normal? Est-ce que vous êtes franchisé en base? Ou est-ce que vous êtes au RSI, donc le régime simplifié d'imposition, même si on sait qu'il va disparaître au 1er janvier 2027, mais on l'ajoute quand même. En répondant en fait à ces 4 questions, eh bien, vous aurez une fiche personnalisée sur les besoins de votre propre entreprise. Donc ça, c'est important. Il va arriver normalement d'ici la fin de l'année. Vous l'aurez disponible sur impôts.gouv. N'hésitez pas à y aller puisque ça peut aussi vous apporter d'autres éléments en complément de ce webinaire. Et puis à partir de janvier 2026, eh bien, on aura une campagne grand public qui va arriver sur la facturation électronique puisqu'on veut faire de 2026 l'année de préparation de la facturation électronique. On aura 8 mois à compter du 1er janvier pour se préparer à l'échéance du 1er septembre 2026. Donc avec des spots radio, télé, etc. etc. Mais ça, c'est pour informer, je dirais, ceux qui sont assez loin du ballon. Vous, en étant là aujourd'hui, vous avez déjà les premiers éléments. Sur le cas spécifique des transports routiers de marchandises,
On a pas mal de travaux qui sont dans une commission AFNOR, donc ce qu'on appelle la commission de normalisation facturation électronique, où on a des fédérations professionnelles, des grandes entreprises, des offreurs de solutions informatiques, hein, que ce soit des éditeurs de logiciels ou des plateformes agréées. Et l'enjeu, et l'administration, l'enjeu, qu'est-ce que c'est? C'est de réunir tous ces gens-là, tout ce petit monde, et de traiter les problématiques liées à des secteurs, liées à des manières de facturer, et de trouver une solution donc, qui fait consensus pour qu'on traite tous un problème de la même manière. C'est vraiment l'enjeu de la commission normalisation AFNOR, c'est de trouver une manière de traiter un sujet tous de la même façon pour pouvoir être compatible avec la réforme facturation électronique et puis un pas plus loin avec les standards européens. Donc, c'est vraiment tout l'enjeu de cette commission de normalisation facturation électronique. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur commission AFNOR, vous tapez facturation électronique et vous aurez toutes les publications qui ont été faites, parce qu'il y a pas mal de travaux qui ont été publiés depuis janvier 2025, date à laquelle les travaux ont commencé, notamment sur les formats de facture, les cas d'usage, puisqu'on a des cas d'usage qui sont traités par cette commission AFNOR. Je pense notamment aux notes de frais, par exemple, à la facturage, au cas spécifique du bâtiment. Ça aussi, ça y est traité. Les notes de restaurant, les tickets de péage, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là, en fait, sont traités au sein de cette commission AFNOR. Pour le cas du secteur du transport routier de marchandises, eh bien, on a des problématiques en fait, qui nous ont été remontées. On en a dénombré 4 qui ont été recensés. Donc, on a le prix du transport, notamment avec la description des services qui composent le prix du transport. Comment, demain, avec la facturation électronique, on pourra mettre ces éléments-là sous format structuré. On a aussi la transmission des adresses de chargement et de livraison au détail. Ça aussi, c'est une problématique qui a été remontée pour le cas des transports routiers. On a aussi la transmission de la quantité de gaz à effet de serre, hein. Ça, c'est une donnée réglementaire qui doit apparaître que sur les factures. Donc, comment demain faire apparaître ces éléments-là sur la facture? Et puis aussi, on s'est rendu compte qu'on avait des factures avec une volumétrie très importante, hein, qui dépasse pour la plupart 100 mégaoctets. Et on s'est surtout intéressé aux factures mensuelles de transport des messageries. Donc ça, ce sont les problématiques qui ont été identifiées, qui sont connues et qui vont faire l'objet des travaux de la commission AFNOR. Pour le moment, les travaux se poursuivent, hein, les discussions se poursuivent. On n'a pas encore eu de publications qui ont été déterminantes et résultant en fait de tous ces échanges-là. Mais dès que ce sera fait, en fait, on transmettra ça à Madame Alexandrova et elle vous le partagera sur votre espace. Peut-être Olga, vous voulez prendre la parole? Non. Micro. Oui, mais merci Malika. Je vois qu'il y a quelques questions, mais avant qu'on passe aux questions, oui, nous avons au sein de TLF aussi un groupe de travail avec les grandes entreprises. Et avant le webinaire, nous avons commencé à échanger avec Malika pour que ces grandes entreprises puissent aussi contribuer à ces travaux de façon directe. Ça, c'est la première chose. Et je vous invite à me transmettre aussi vos problématiques rencontrées, qu'on puisse alimenter ces travaux. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce que nous avons identifié, vous avez vu, le calendrier, il est en 2 étapes. D'abord, les grandes entreprises, ensuite les moyennes et les petites. Sauf que dans le transport, il y a un fort taux de sous-traitance. Et il est fort possible que les grands donneurs d'ordre, les groupes de transport qui passent déjà à la facturation électronique dès le 1er septembre de l'année prochaine puissent demander à leurs sous-traitants de faire autant, ou en tout cas mettre ça dans le cahier des charges. Donc, ça pourrait être, si ce n'est pas une obligation, en tout cas un élément de différenciation pour les moyennes et petites entreprises qui travaillent avec les grands donneurs d'ordre, transporteurs. Donc, ça peut être aussi pour vous, en tout cas, on vous invite à vérifier et s'intéresser au sujet peut-être même avant 2027, hein, parce que ça peut être important dans votre relation commerciale. Bon, il y a aussi un troisième élément, j'ai oublié, mais peut-être ça va revenir. Donc, Malika, peut-être regarder les questions.
Oui, Alors, tac, tac, tac. Donc, on a dit Madame Laporte qui me pose des questions sur la marchandise réexportée. Écoutez, là, il faut que je vérifie parce que pour moi, c'est du B2B. Et ensuite, sur la réexportation, il faut que je vérifie avec mes collègues de l'entité juridique pour voir comment en fait on va décortiquer l'opération. Mais on vous répond. ok. Alors, dans le cas des transports de marchandises chargées en France destinés à l'export, la facturation du transport est exonérée. Est-ce que cela reste dans le contexte de la facturation électronique? Donc, dans le cadre des transports de marchandises chargées en France destinés à l'export, la facturation du transport est exonérée. Oui, ça reste quand même dans le cadre de la facturation électronique, même si exonérée. C'est-à-dire que les exportations, donc c'est une exportation, ça rentre dans le périmètre de la réforme, mais ça doit être déclaré sous format de e-reporting. Alors, bonjour, pouvez préciser pour une ETI quand plusieurs sociétés font partie d'un groupe. Alors, je ne les ai pas en tête, mais je pourrais vous retrouver ça. En fait, on se base sur le décret de 2008. Il y a un décret en fait, de modernisation de l'économie, du ministre de la Modernisation de l'économie qui tranche, en fait, qui fait les tranches pour les sociétés. Je ne l'ai pas en tête, mais on peut vous retrouver ça. Donc, en fait, c'est des critères classiques pour une ETI. Alors, quand plusieurs sociétés font partie d'un groupe, là, c'est la base, c'est l'unité légale pour nous, pour trouver la taille de l'entreprise, c'est la base sirène. On a déjà eu le cas. Si par exemple vous êtes une PME, mais que vous faites partie d'un grand groupe, votre date donc, de réception, ce sera le 1er septembre 2026 et votre date d'émission au plus tard le 1er septembre 2027. Nous, on se base sur l'unité légale qui est le sirène. Mais rien ne vous empêche de passer avant si vous le souhaitez, hein. Ça reste à votre charge. Alors, bonjour. Si notre homogenéité n'est pas compatible, nous devons choisir une plateforme pour l'envoi et la réception de nos factures. C'est correct? Oui, tout à fait. Mais la première étape, hein, Madame Michel, c'est tournez-vous votre éditeur de logiciel pour savoir, lui, comment il va se positionner au regard de la réforme. Parce que lui, peut-être qu'il est déjà en train de faire les démarches pour se connecter à une plateforme agréée. Et dans la plupart des schémas, hein, ce sera comme ça. Si vous utilisez déjà un outil informatique, eh bien, demandez-lui si lui va faire les évolutions nécessaires, soit pour devenir plateforme agréée, soit pour se connecter à une plateforme. Dans les deux cas, je pense que oui, puisque si vous abandonnez ce logiciel et que vous partez sur une plateforme, pour lui, ce sera une perte de chiffre d'affaires. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. Première étape, si vous avez un logiciel, demandez-leur ce qu'ils vont faire. Ou s'ils se connectent déjà à une plateforme agréée. Alors, bonjour, nous avons un logiciel de facturation qui met en conformité. Est-ce l'éditeur ou l'entreprise qui choisit la plateforme sur laquelle on va déposer vos factures? Il y a deux cas. Soit vous choisissez la plateforme que vous voulez et charge à l'éditeur de se connecter à cette plateforme, soit vous voyez avec votre éditeur directement et c'est lui qui choisira la plateforme. C'est dans les deux cas. Je vous parlais du groupe AFNOR tout à l'heure. On a un groupe qui est très technique, qui s'occupe de standardiser les API, donc les tuyaux pour schématiser, qui seront connectés d'un éditeur à une plateforme. Donc, on a vraiment des travaux sur cette standardisation. Donc, c'est comme vous voulez. Soit vous choisissez la plateforme et l'éditeur se connecte avec elle via API, soit vous laissez la charge à l'éditeur de choisir la plateforme avec laquelle en fait il va travailler pour répondre à la réforme et vous aider dans la facturation électronique. Voilà, ça c'est Oui. dans les deux cas. Oui, c'est vrai que peut-être je précise, il est plus simple, encore une fois, de travailler déjà avec votre éditeur de logiciel de facturation ou avec votre TMS. Mhm. Hein. Donc c'est eux qui vont, donc pour vous, ça devient carrément transparent. Vous intervenez pas, j'aime bien l'expression regarder sous le capot, mais en fait on regarde pas la plupart des cas. Ça va rouler tout seul. En Mm. revanche, ça peut être pertinent de passer par une plateforme si vous avez déjà travaillé avec une plateforme, notamment pour des échanges d'EDI, Mm. ou parce que il y a des plateformes qui rajoutent ce service à leur portefeuille de services, ou peut-être il y a des plateformes, vous passez par une plateforme pour avoir d'autres services, pas forcément l'EDI, mais ils proposent aussi la gestion des clients, gestion de trésorerie, que sais-je. Mais voilà, donc en fait c'est vraiment en fonction de votre organisation. Mais après avoir échangé avec des sociétés, je sais qu'il y a un grand travail en amont, une cartographie en fait de vos fonctionnements et de vos circuits d'échange d'informations et de facturation à faire d'abord.
Oui, et j'irais même plus loin sur vos clients en fait qui sont en France. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura besoin du numéro de sirène pour adresser la facture. Peut-être déjà commencer à vos clients réguliers à compléter, je dirais, la fiche ou le référentiel client et même fournisseur pour être prêt en fait dès septembre 26 ou même un peu plus tard. Mais ça, c'est vrai que c'est un travail important et ça, seule, je dirais, l'entreprise peut le faire. Cette espèce de nettoyage et de mise en conformité de vos bases, hein, de vos bases clients et de vos bases fournisseurs. Alors, ça je l'ai faite. Alors, nous avons un client, non, ça je l'ai faite. Alors, il y a également des prestations soumises à la TVA et d'autres non. Oui, oui, effectivement, sur une facture, vous pouvez avoir plusieurs éléments, mais enfin, tout devra apparaître en fait de manière structurée et on retiendra uniquement les éléments qui sont soumis à la TVA. Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, l'une des données obligatoires, c'était le montant TTC, le montant de TVA et le montant hors taxe. Mais comme aujourd'hui, ça apparaît sur une facture classique, ça apparaîtra sur la facture électronique. Alors, y aura-t-il un sujet sur le traitement de la loi Guesso pour les fournisseurs de transport, pour le cycle de vie notamment? Alors, je ne sais pas du tout ce qu'est la loi Guesso. Alors, Malika, oui, c'est l'action directe, mais je comprends pas la question, à vrai dire, parce que l'action directe, c'est indépendant de la facturation. C'est quand il y a le client qui ne peut pas payer, le transporteur, il peut se tourner soit vers le destinataire, soit vers le donneur d'ordre. D'accord. Non, mais je ne sais pas, mais c'est une très bonne question. Je vais demander à mes collègues dans quel schéma ça peut s'inscrire. Donc ça, c'est pour le paiement. On change en fait OK, pour le C'est en payant. cas de défaillance, en fait, du client direct. OK. Alors, comment cela va se passer pour la réception des documents de transport? Très bonne question. Nous, dans le cadre de la réforme, en fait, on demande que la facture électronique. Mais, à côté de ça, on va adhérer à le réseau PayPal. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. C'est un réseau, en fait, qui permet de se transmettre des documents, heu, en plus des factures. Et donc, on a créé une autorité, PayPal France, qui, va pour laquelle on demande, en fait, aux plateformes, comment dire? D'adhérer à ce réseau PayPal. Donc, c'est-à-dire que demain, toutes les plateformes agréées devront, s'interconnecter entre elles. Donc ça, c'est un premier point et puis s'interconnecter à travers le réseau PayPal. Et l'avantage, en fait, du réseau PayPal, c'est que lui, il prend d'autres documents en plus de, la facture électronique. Nous, ce qui nous intéresse, au niveau de la DGPSIP, c'est uniquement la facture électronique. Si demain, vous avez un fournisseur qui, utilise une plateforme qui est sur le réseau PayPal et que la plateforme du client est également sur le réseau PayPal, eh bien, ils pourront se transmettre plus que la facture électronique. Nous, le seul document qui nous intéressera, ce sera la facture électronique, mais effectivement, elles pourront, s'échanger des documents en plus de la facture électronique. Donc pour ça aussi, on a trouvé une solution et c'est la solution PayPal en fait qu'on a trouvée pour faciliter, je dirais, l'échange des documents autres que la facture. Si vous avez une plateforme qui n'est pas sur le réseau de PayPal, comme aujourd'hui, en fait, je ne sais pas comment aujourd'hui c'est envoyé, vous pourrez toujours passer par ce canal-là. Ça sera 2 canaux distincts à la fois pour la facture et les documents, mais c'est une solution aussi qui peut convenir. À terme, je ne vous le cache pas, toutes les plateformes sont sur PayPal et elles enverront tous les éléments, les documents sur PayPal. Ça, c'est une certitude. Mais on laisse en fait ces deux propositions-là aux plateformes. Alors, je reformule mon commentaire. Je réagissais aux problématiques sur une même facture de transport. Il y a des prestations soumises et d'autres non. Oui. Alors, sur la facture, de fait, eh bien, on aura toutes les lignes, hein, je dirais. Et puis, nous, on se concentrera uniquement sur celles qui sont soumises à TVA. Alors, bonjour. Côté réception de facture, comment cela se présente-t-il? Sur quel format? Alors, côté réception de facture, eh bien, vous choisissez en fait votre plateforme. Donc, ce sera elle, votre adresse, je dirais, de réception des factures. Il y a deux cas. Soit vous irez directement sur votre interface informatique chercher la facture. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas d'outil de facturation ou d'outils en fait qui vous accompagnent au quotidien. Soit la plateforme, eh bien, elle pourra transmettre
cette facture au format électronique directement à l'outil que vous utilisez. Ça, c'est le deuxième cas. Si vous souhaitez, vous n'aurez plus de facture comme aujourd'hui, hein, avec les logos, etc. Vous aurez uniquement une facture reconstituée sous format informatique. Vous pourrez, si vous voulez, la stocker ou autre, mais vous continuerez en fait à avoir un document sur lequel vous pourrez visualiser l'ensemble des données, la nature, la désignation de l'article, par exemple, l'adresse du client, du fournisseur, etc., etc. Sauf que ce sera mis en forme de manière différente par rapport à aujourd'hui. Mais vous continuerez à avoir une visibilité en fait de la facture. Donc, soit vous vous connectez sur la plateforme, vous allez chercher la facture directement sur votre espace, soit vous la recevez sur votre logiciel que vous utilisez actuellement. Ça peut être possible si les solutions sont compatibles. Alors, vous indiquez que nous devons indiquer le renseigner les sirènes seulement. Cependant, ce que sont dans notre logiciel de comptabilité de facture, les sirettes. Les entreprises demandent. Oui, alors le sirène, c'est, je dirais, c'est la maille première. Parce qu'effectivement, vous avez des entreprises qui ont pardon, des sirettes ou des codes services. Au plus fin, en fait, de l'endroit où vous souhaitez recevoir la facture, eh bien, au plus fin, il faudra l'indiquer sur l'annuaire. Le sirène, en fait, c'est vraiment dans le cas général. Mais effectivement, si vous recevez à la maille sirette, il faudra indiquer à la maille sirette que vous souhaitez recevoir vos factures à cette maille-là, ou alors même au code service. On peut descendre en fait beaucoup plus finement dans la réception des factures. Je vous l'accorde, effectivement. Alors, certains clients valident les factures seulement si elles sont accompagnées de la CMR pour justifier de la bonne réalisation de l'opération et contrôler s'il y a eu appel de la sous-traitance. Pour nous transmettre un document à la maille. Alors oui, effectivement, je vous l'ai dit, si les plateformes utilisent le réseau PayPal, elles peuvent envoyer de documents autres que la facture électronique. Ça c'est possible. Cela fonctionne-t-il aussi pour les fichiers Excel sur les réseaux PayPal? Malheureusement, non. Non, PayPal, c'est vraiment uniquement des formats, je dirais des formats informatiques structurés pour l'utilisation des échanges et pour la transmission en fait des documents autres. Excel, demain, si vous faites vos factures sur Excel, eh bien, c'est pas possible. Ça rentrera pas dans le périmètre de la réforme. Alors, et sur le réseau PayPal, est-ce que le format PDF fonctionne? Alors, si c'est du facturé, c'est-à-dire que s'il il est accompagné d'un fichier de données informatiques, oui. Si c'est uniquement le PDF, non. Pour les factures, si vous souhaitez transmettre d'autres documents qui ne sont pas des factures, mais dans d'autres formats, c'est possible. Alors, Malika, en fait, les deux questions CMR, c'est des lettres de voiture, c'est des preuves de livraison, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est une pratique très courante de valider. Donc, on accompagne, les transporteurs accompagnent leurs factures avec des preuves de livraison. Donc, aujourd'hui, les deux, on peut dire, sont dans le même format, sont des PDF. Donc, demain, il y a une dissociation de format. D'un côté, il y a l'obligation de faire une facture électronique, Oui. mais de l'autre côté, ça reste des documents papier. Oui. Donc, c'est ça la question. Est-ce que ces documents papier peuvent être accompagnés, peuvent accompagner l'envoi de la facturation électronique? Alors oui, si la plateforme utilise le réseau PayPal, oui. Ok, Oui. d'accord. Ça marche. Alors, Merci. les plateformes sont-elles payantes? Alors, on a tous les modèles économiques, hein, elles sont payantes en fonction du besoin que vous avez. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai dit comment choisir votre plateforme, ça dépend en fait du besoin que vous avez. Ça dépend du nombre de factures que vous émettez, ça dépend de ce que vous voulez demain pour le pilotage de votre activité. Alors oui, certaines sont gratuites, mais celles qui sont gratuites, elles offrent le service minimum, hein, qu'on a dit tout à l'heure, donc le socle minimum qui est réglementaire. Envoyer des factures et recevoir des factures électroniques, faire du e-reporting, ça c'est le socle minimum. Et puis vous en avez d'autres qui offrent des services à valeur ajoutée, c'est ce qu'on appelle ça. Par exemple la gestion des stocks, par exemple la relance des clients défaillants et d'autres éléments, mais évidemment qui sont payants. Aujourd'hui, on a un document qui s'appelle le grand benchmark des plateformes,
publié par The Invoicing Hub, qui est un journaliste en fait qui fait un comparatif des offres des plateformes, mais il va un peu plus loin. Il faut aussi un comparatif des options techniques, de la nature de la clientèle, des secteurs d'activité. Donc, c'est vraiment un document qui est complet, qui lui fait ce travail de comparaison. Nous, administration, malheureusement, on ne peut pas faire ce travail de comparaison. On a essayé de le faire un peu de manière empirique et on s'est rendu compte qu'il y avait des offres qui allaient de 0 à 90 euros par mois. Mais les plateformes, en fait, aujourd'hui, elles commencent juste à mettre en visibilité les tarifs qu'elles vont donner et les offres qui seront accompagnées de ces tarifs. Vraiment, à partir du 1er janvier 2026, là, on va avoir les offres réelles, je dirais, en fonction des services qui sont offerts. Mais là, aujourd'hui, voilà, les services, les plateformes gratuites, c'est les services minimums. Et les plateformes qui offrent un peu plus d'éléments, eh bien, elles sont payantes. Peut-être Malika, si vous voulez bien répondre à 2 dernières questions et puis je Oui. vous propose de nous arrêter là. Alors, peut-on avoir 2 plateformes de réception en fonction de la typologie des factures, exemple facture de frais généraux et de facture de sous-traitance? Alors, non. On peut avoir 2 plateformes de réception, mais en fonction de la maille, c'est-à-dire à l'adresse à laquelle on veut recevoir des factures. Vous avez une entreprise qui a un SIREN et puis qui a un SIRET et des codes services. Eh bien, elle pourra recevoir sur le SIREN la plateforme A, sur le SIRET la plateforme B et le code service la plateforme C. À chaque fois, il faut qu'on ait une seule plateforme de réception selon la maille qu'on aura choisie. En revanche, elle peut avoir plusieurs plateformes d'émission. Donc, une plateforme d'émission pour les factures de frais généraux et puis une plateforme d'émission pour les factures de sous-traitance. Alors, la dernière question. Alors, je ne sais pas laquelle choisir. Si la plateforme ne fait pas partie du réseau PayPal, comment on fait pour joindre la CMR avec la facture? Alors, pour ne rien vous cacher, eh bien, toutes les plateformes, en fait, font partie du réseau PayPal. Pourquoi? Parce que une des conditions pour être plateforme agréée, c'est de prouver l'interopérabilité avec les autres plateformes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prouve qu'on ait la capacité de discuter avec les 100 autres plateformes. Et pour elles, faire du bilatéral, c'est-à-dire que je discute avec la plateforme A, puis seulement la plateforme B, ça a un coût. Donc aujourd'hui, la plupart des plateformes, on a créé en fait un formulaire sur lequel elles s'inscrivent. Aujourd'hui, on a la moitié des plateformes qui sont agréées aujourd'hui qui sont sur le réseau PayPal France. Donc demain, toutes les plateformes eh bien, seront sur le réseau PayPal. Ça, je peux vous l'assurer. Très bien. Bah, écoutez, voilà. Merci beaucoup, Malika. Je vois qu'il y a encore des questions, mais malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les questions. J'ai vu aussi que des grands éditeurs de logiciels, comme par exemple Sage, Oui. fait aussi des webinaires, propose des webinaires. Peut-être aussi votre expert comptable le fait également. Donc, voyez de votre côté ce que vous pouvez avoir comme accès à l'information. Et Sage est plateforme agréée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon. Merci beaucoup, Malika. Mais je vous en prie. Voilà. Merci aux participants pour les questions et pour votre écoute.